Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des plongeurs Padawan. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Salingue. Bonjour Sébastien. Bonjour Lucie, bonjour Gabin. Bonjour. Notre rencontre avec toi Seb, elle est assez amusante puisqu'en fait c'est papa qui au tout début des plongeurs Padawan, pendant le confinement, t'avait contacté pour que tu nous dessines notre logo parce que toi tu es auteur de bande dessinée et nous on adore ta série de bande dessinée Les Plongeurs. Et ensuite, on a enfin pu se rencontrer, dans la vraie vie, lors, de séances de dédicace du salon de la plongée. Et puis souvent, quand on a des questions ou qu'on a besoin de conseils, on t'appelle Seb parce que tu es aussi moniteur de plongée, donc notamment en mer Rouge, que, maintenant tu connais par cœur puisque, ça fait, 20 ans, que tu la sillonnes de l'Égypte au Soudan. Alors, donc Seb, est-ce que avant de nous parler plongée et BD, tu peux nous raconter, un petit peu ton parcours, tes études, tes débuts dans la vie professionnelle et cetera? Je peux, ça va être long. On est là pour ça. Donc, alors en études, j'ai fait des études scientifiques, première et terminale S, et ensuite j'avais fait 2 premières années de fac. À la suite de ça, j'ai décidé d'arrêter les études parce qu'en fait, j'avais un rêve qui était en fait de devenir moniteur de plongée, enfin de faire de la plongée plus précisément, et d'être auteur de bande dessinée. Voilà, donc l'idée, c'était d'un jour pouvoir faire des voyages, de la plongée et du dessin. Donc par la suite, j'ai intégré un labo de recherche pour travailler, hein, parce qu'il faut bien vivre aussi. Donc j'ai fait pas mal de boulot alimentaire, tout en parallèle, commençant à me former à la plongée et au dessin. À quel âge as-tu commencé la plongée? Alors j'ai commencé en 98, donc je devais avoir 24 ans ou 23 ans, un truc comme ça. Quel niveau de plongée as-tu? Alors actuellement, je suis brevet d'état de plongée, donc moniteur, et moniteur fédéral également. Tu as une qualification particulière. Tu es moniteur handisport. Tu peux nous raconter un petit peu comment tu as décidé de passer cette qualification qui n'est sans doute pas assez répandue. En fait, c'est un peu le hasard de la vie, c'est que, comme je te disais, mon objectif, c'était un jour de faire de la plongée, entre autres. Et donc, après avoir arrêté mes études, bon, j'avais commencé à intégrer un labo de recherche, mais avant, j'ai été faire l'armée, parce qu'à l'époque, il y avait encore le service militaire, on faisait partie des derniers. Et je m'étais arrangé en fait pour arriver sur la base 105 à Évreux où il y avait un club de plongée, ce qui m'a permis de commencer à découvrir l'activité. Et il faut savoir que dans ce club de plongée, il y avait une section handisport. Donc avec des gens en situation de handicap, que ce soit paraplégique, hémiplégique, tétraplégique, entre autres, hein, qui venaient se former à la plongée. Et moi, je me suis assez vite intégré à ça. Et au début, j'étais ce qu'on appelle homme de pont, puisque je n'étais pas encore moniteur, mais j'aidais les moniteurs. En fait, j'aidais à équiper les personnes handicapées et donc de mettre leur lestage, tout ça, et de faire le relais finalement avec le moniteur qui est dans l'eau. Donc, de fil en aiguille, ça a été assez logique que quand je devienne moniteur, je passe aussi ma formation en e-sport pour passer de l'autre côté et finalement pouvoir les emmener dans l'eau et profiter avec eux des fonds marins. Maintenant, venons-en un peu donc à ta carrière, d'auteur et de dessinateur. En 2006, tu as travaillé avec, Fred Dimeglio, qui est aujourd'hui président de la FFESSM et vous avez sorti ensemble le livre, «100 belles plongées en mer Rouge». Donc, comment est-ce que vous vous êtes, rencontrés et comment est-ce que vous avez finalement travaillé ensemble sur ce livre? On imagine que tu as fait les dessins et que Fred a fourni les photos? Oui, oui, c'est bien comme ça que ça s'est passé. C'est bien lui qui a fait les photos et moi les dessins et pas l'inverse. Sinon, ça aurait pas été, je pense, le même genre de livre, n'étant pas photographe sous-marin. Donc, avec Fred, on s'est rencontrés, ça devait être en 2004, je pense, ou 2003, sur un des bateaux où j'étais moniteur de croisière, donc en Égypte. C'était dans mes premières années. J'ai commencé à faire le moniteur de croisière en 2001. Et donc voilà, en 2003, j'ai rencontré Fred sur un bateau. C'était un stage de haut niveau photo. Donc il y avait lui, il y avait Philippe Joachim, il y avait tout un tas de gens comme ça qui publient déjà et qui sont hyper bons en photo. Jean-Pierre Nicolini aussi, qui était champion du monde de photo sous-marine ou quelque chose comme ça. Et c'est en réalité à la fin de la croisière que Philippe Joachim m'a proposé d'éventuellement faire un bouquin sur la mer Rouge. Donc un guide de plongée, puisque lui faisait déjà les 100 belles plongées varoises aux éditions Gap.
Donc moi, bien sûr, hein, ça me branchait. Je voulais déjà essayer de faire de la bande dessinée. Donc là, c'était pas de la bande dessinée, mais ça pouvait me mettre un pied dans l'édition. Et donc, on se donne rendez-vous au salon de la plongée où moi, je devais préparer des dessins pour présenter à l'éditeur. Le salon de la plongée arrive. Et j'étais en route pour aller voir l'éditeur et là, je croise Fred Di Meglio qui me propose en fait la même chose. Donc du coup, on se retrouve à aller voir l'éditeur, lui, moi, Philippe et Alain Ponchon, qui étaient les auteurs des 100 belles plongées varoises. Et à la fin de toute la discussion, décision est prise que ce soit Fred qui fasse ce bouquin avec moi et que Philippe et Alain fassent le tome 2 des 100 belles plongées varoises. Est-ce que tu as eu très tôt envie de faire de la bande dessinée? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, tes premiers pas finalement dans la bande dessinée et comment ta passion est arrivée? Oui, l'envie de faire de la bande dessinée, c'est arrivé assez tôt. En réalité, au départ, ce que j'aimais, c'était dessiner. Donc, hein, comme un peu tous les enfants, hein, à la maternelle, CP, CE1, tout ça. Et à un moment donné, j'avais toujours du mal à trouver l'inspiration. J'avais envie de dessiner, mais je savais pas trop quoi dessiner. Et à un moment donné, je me suis dit que peut-être que si je m'inventais un petit personnage de BD, et ben finalement, j'aurais toujours un peu d'inspiration ou je saurais toujours quoi dessiner. Ce que j'ai fait, en fait, hein, le premier, c'était, je crois, c'était un petit dinosaure qui était un peu copié sur Cubitus, que j'avais amélioré et tout ça, mais à qui j'ai inventé des histoires, sans texte d'ailleurs, c'était que du sans parole. Et de fil en aiguille, bah, je suis allé aussi à Angoulême, rencontrer les auteurs, voir un petit peu tout ce monde de la BD, et ce qui m'a donné envie, en fait, de raconter des histoires et d'en faire. Est-ce que tu as eu un mentor dans le monde de la bande dessinée? Alors un mentor en particulier, pas forcément, mais bon, il y avait quand même des auteurs, oui, que j'aimais plus que d'autres. Entre autres, il y a eu Loisel, qui a fait La quête de l'oiseau du temps, Peter Pan. D'ailleurs, quand j'ai été à Angoulême, à un moment donné, j'avais envie de me faire corriger mes dessins pour progresser. Et il fait partie des auteurs que j'ai un peu harcelés pour avoir des corrections sur mes dessins, des petits cours. Il y avait lui, il y avait aussi Coyote, qui faisait Little Kevin chez Fluide Glacial. Pareil, que j'ai un peu harcelé pour avoir des corrections et qui un peu, c'est lui qui m'a donné la piste en fait de la BD plongeur en fait. En réalité, moi au départ, je voulais faire de l'heroic fantasy, donc des trucs un peu comme faisait Loisel ou un peu l'Enfeuse de Troie, tout ça avec des elfes, des nains, des épées, ce genre de choses. Et c'était un soir au festival d'Angoulême en discutant avec Coyote et en lui montrant encore ce que je faisais. C'est lui qui me dit, en fait, voilà, bon, d'une part, pour faire de l'heroic fantasy, pour l'instant, t'as pas encore trop le niveau. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux faire des choses que tout le monde fait alors que tu as une vie particulière? Lui, il m'a dit, voilà, moi, j'aime les Harley, j'aime ce monde-là. Bah, j'ai fait une BD sur le monde de la Harley. Il m'a dit, toi, tu as une vie particulière, tu es moniteur de plongée, tu voyages et tout ça. Peut-être que tu devrais plutôt aller voir de ce côté-ci. Tu connais ton sujet. Et puis, c'est pas fait. Il n'y a pas de gens qui vont vers cette voie. Et donc, c'est comme ça que j'ai réfléchi et que je suis parti dans cet axe. L'année dernière, on a eu le plaisir de voir, sortir le livre, 25 ans de Salon l'envers du décor, qui raconte, les aventures, d'Hélène de Terrac, donc qui est la fondatrice du Salon de la plongée et que nous avions reçue sur notre podcast. Comment est-ce que vous avez travaillé tous les 2? Ça doit être, assez particulier de travailler, comme ça sur un projet, biographique et d'avoir, sa créativité en quelque sorte, un peu plus limitée. Bah écoute, c'était super intéressant parce que c'est la première fois que je travaillais comme ça avec quelqu'un pour un peu raconter son parcours. Donc c'était un petit peu un travail de journaliste que j'avais jamais expérimenté. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par évoquer l'idée déjà d'écrire ce livre. L'idée d'Hélène, c'était de faire une BD sur le salon de la plongée. Et il m'a semblé intéressant finalement de faire une BD sur son parcours et comment ce salon en fait est arrivé à ce qu'il est aujourd'hui. Donc au début, on y a été un petit peu à tâtons par des questions pour un petit peu voir où là on pouvait aller. Et ensuite, on a passé peut-être, je crois, 4 heures ou 5 heures où on a fait une interview enregistrée. Comme ça, moi, ça me permettait de revenir sur tous les moments. Donc, on l'a découpé en plusieurs phases, chaque étape de la création du salon et donc aussi de la vie d'Hélène. Et à la suite de ça, j'ai commencé à dégrossir un scénario, lui proposer, puis on a fait pas mal d'allers-retours comme ça pour voir si ce que je racontais était pertinent. Et on a, voilà, petit à petit, comme ça, réussi à construire ce petit livre qui aurait pu faire d'ailleurs beaucoup plus de pages si on avait eu plus de temps.
Et donc, justement, combien de temps est-ce que vous avez mis entre le moment où vous vous êtes dit: «On va faire ce livre» et le moment où, vous avez sorti le livre? Alors on était un peu limité, on a mis à peu près 1 an. Bon, il a fallu pas mal bosser, hein, mais pour inventer aussi l'univers graphique qui allait avec, avoir ce petit style un petit peu, roman graphique. Mais voilà, à peu près 1 an. Alors, nous, on est partant pour un tome 2 parce qu'on a vraiment aimé ce livre et l'histoire derrière. Bah, super, alors on y a pensé. Est-ce que ça se fera? Bah, on verra bien, parce qu'on doit se revoir de toute façon, régulièrement avec Hélène. Mais pourquoi pas? Si vous avez aimé le premier. Et qu'est-ce que vous avez aimé d'ailleurs dans ce premier ouvrage? Bah, c'est justement, comme, le titre l'indique, l'envers du décor, c'est de voir, tout ce qui se passe derrière le salon que nous, on voit pas en tant que simples visiteurs. D'accord, c'était de voir un peu les coulisses en fait et comment, tout se passe en arrière-plan et Et aussi tout ce que, bah, Hélène a traversé, toutes les étapes et cetera, c'était super intéressant. bah, c'est vrai que c'est ce qu'on avait envie avec Hélène en fait, hein, de raconter. C'est que finalement quand on a envie de faire des choses, que ça soit un salon de la plongée ou autre, hein, tout projet, bah, ça nécessite, souvent en fait de beaucoup travailler, de s'accrocher. Il y a éventuellement voilà des embûches sur le parcours. Mais si on est motivé, si on tient le coup, bah, on arrive quand même à faire des choses et tout ça malgré voilà les éventuelles, embûches sur le parcours. Alors, on va reparler un peu de plongée. Quelle a été ta plongée la plus profonde et la plus longue? Alors là, la plus profonde, de toute façon, on est limité donc c'est ah non, la plus profonde, c'était, j'avais en fait expérimenté la plongée en trimix avec un copain et donc on a été dans la zone des 70-75 mètres. Voilà, mais c'était juste, pour essayer comme ça. Sinon, en général, hein, la moyenne des plongées, c'est entre 40 et 60 maxi. Et la plus longue, bon, ça doit être des plongées de 2 heures, je pense, à peu près. J'aime bien traîner, donc Combien as-tu fait de plongées? Est-ce que tu continues à les compter? alors ça fait un petit moment que j'ai arrêté de les compter, non pas parce que je ne voulais plus les compter ou les marquer dans mon carnet, hein, mais c'est qu'à un moment donné, en travaillant en saison et bah, finalement, je prenais du retard dans mes carnets de plongée et bah, au début, c'était à la fin de la semaine, j'essayais de tout renoter, après c'était à la fin du mois, puis après ça devenait trop. Mais en gros, j'en ai fait, un peu plus de 10 000, un peu plus de 10 000 plongées Waouh! Énorme! et donc voilà, je les compte plus, mais en fait, l'idée, c'est toujours d'en faire un maximum, enfin de pouvoir continuer longtemps. Et dire que nous, on en a même pas fait 100. Oui, mais ça viendra au fur et à mesure. C'est pas la quantité qui compte finalement, c'est déjà d'en faire, de prendre du plaisir et puis le nombre, il viendra avec. Est-ce que tu as déjà eu une panne d'air en plongée? Alors écoute, oui, ça m'est arrivé une fois. Je vais vous la raconter, hein, comme ça peut aussi servir de leçon parce que j'étais déjà moniteur, hein. J'étais moniteur et donc ça remonte, hein, à pas mal d'années. J'avais enchaîné plusieurs, croisières, BDE en Égypte. Donc les BDE, c'est Brother Daedalus Elphinstone, hein, donc c'est les îlots du large et c'est des croisières, en fait, c'est des sites qui sont à on va dire un petit peu techniques parce qu'il y a du courant, des vagues, les courants peuvent être changeants. Donc voilà, des plongées où il faut être alerte quand on emmène des gens surtout, hein. Et donc, j'avais enchaîné pas mal de croisières comme ça, donc pas mal de sites un petit peu où il faut être attentif. Et à un moment donné, on revient sur Safaga et on fait une plongée qui s'appelle Middle Reef. Donc c'est une petite dérive, mais c'était voilà, c'était tranquille, c'était voilà, la lumière était belle, un petit courant qui nous emmenait, mais dans le bon sens. C'était une plongée quand même plus facile que ce qu'on avait sur les îlots du large. Et donc, moi, j'étais parti avec le premier zodiaque du bateau, en fait, puisqu'on fait 4 rotations. En gros, hein, il y a 2 zodiacs qui partent ensemble, puis ensuite une deuxième rotation de 2 zodiacs. Et voilà, moi, je jouais avec le courant, je montrais des choses à mes gens. J'avais pas une seule personne à encadrer en particulier, hein, je guidais tout le bateau. Donc, finalement, je passe de groupe en groupe à montrer les petits poissons, des plus gros, ce genre de choses. Et donc, voilà, donc j'ai passé du temps. En plus, c'était pas très profond. On était sur la zone des quoi, 15-20 mètres max, plutôt vers les 15 mètres, ouais. Et donc voilà, je suis resté un bon moment et puis, à jouer avec le courant. Je passais de personne en personne, comme je vous disais. Au bout d'un moment, bah, finalement, les gens des premiers zodiacs partaient et puis je commençais à être avec la deuxième série. Je suis resté avec eux. À un moment donné, on voit une tortue, donc je leur montre. Je reste à surveiller aussi que personne ne l'embête, donc que les photographes soient pas trop oppressants, que personne n'essaye de la toucher, ce genre de choses. Et bon an mal an, en fait, je m'étais pas aperçu, c'est que le temps commençait à tourner
Et c'est vrai que bon, voilà, la plongée était très plaisante. Et à un moment donné, je me dis, bon, bah là, je vais retourner vers le bateau. Et là, le détendeur commence à durcir un petit peu. Et donc, je m'aperçois que je vais avoir un petit souci d'air. Et vu qu'une bêtise n'arrive pas sans en faire d'autres en même temps, en fait, donc là, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, je vais remonter à la surface, parce que de toute façon, j'étais avec personne. Hein. J'avais quitté les gens avec qui j'étais, et les gens devant moi étaient largement plus loin. Et je les voyais pas. Donc je me dis que je vais remonter à la surface sur expiration, hein, ça peut se faire. Et là, je regarde mon ordinateur quand même avant de remonter, et j'avais des paliers. Donc je ne pouvais pas remonter à la surface. Donc ce qu'il a fallu que je fasse, c'est que je fasse demi-tour, un peu en apnée quand même, puisque j'avais plus d'air dans la bouteille. Donc en apnée, j'ai fait demi-tour. J'ai été en fait vers des personnes que j'avais avec moi. Il avait un grand détendeur, un long hose en deuxième détendeur, de secours. Et donc j'ai pris son détendeur, et voilà, je me suis débrouillé comme ça, à rester sur lui avec son détendeur pour rentrer jusqu'au bateau. Voilà ma petite panne d'air que j'ai faite, ce qui m'a donné une leçon. Et en fait, ça permet de se souvenir qu'il faut toujours faire attention, parce que même si on est moniteur et que la plongée paraît facile, on peut quand même avoir des petits soucis. Bon, après, tout s'est bien passé. Hein. Une fois, tu nous avais dit que tu plonges toujours avec du matériel pour dessiner sous l'eau. Quel type de matériel est-ce que tu as pour dessiner sous l'eau? Oui, j'ai toujours dans mon gilet en fait de quoi dessiner. Donc au départ, c'était des plaquettes pour dessiner. Il y en a des petites comme ça qui font A5, donc une vingtaine de centimètres. Ensuite, j'avais une plaquette A4. Et finalement, au bout d'un moment, ils ont commencé à faire des carnets immergeables en fait avec plein de petites pages toutes fines. Et on écrit avec un crayon à papier. Et ça m'a super convenu. En fait, ça fait un peu comme un carnet de voyage sous-marin, qui fait que j'ai pas mal de pages toujours avec moi. J'ai ce petit crayon, je peux le sortir n'importe quand. Et c'est pas encombrant. Donc il tient dans une poche. Donc ça fait des plus petits dessins, bien sûr, mais ce qui permet aussi d'être avec des gens, de guider s'il y a un problème, d'intervenir, et de l'avoir aussi à tout moment. Voilà, donc dès qu'il y a l'envie, si j'ai des paliers, s'il y a un truc sympa qui passe, un joli décor, ça me permet de dessiner à tout moment. On t'avait reçu, il y a 1 an et demi avec, Juliette Duchossois pour, la sortie du livre Le Monde du Silence-Gueule et tu nous avais annoncé la sortie de la BD Plongeur 6 pour Noël 2024. On y est presque. Est-ce que tu as une annonce à nous faire? Eh bien oui, j'ai bien travaillé, puisque si tout se passe bien, la sortie est prévue le 21 novembre, à l'occasion du festival Galatea qui se déroulera à Hyères. Bravo. Eh ben, c'est super, on a hâte. Voilà, donc moi, de mon côté, la BD est finie. Il reste quelques calages sur la couverture, et puis après, l'imprimeur a imprimé, c'est tout. Donc ça sera prêt pour Noël. Est-ce qu'il y a un thème particulier pour ce nouveau tome? Oui, un thème qui me tenait un petit peu à cœur, puisque c'est une activité que j'aime bien aussi, ça va être sur l'apnée. Ah! Donc toute notre bande de plongeurs, en fait, vont partir se faire un petit séjour apnée, ce qui permet de traiter un petit peu tout cet univers qui est super intéressant. Cette année, on va essayer de recevoir quelques apnéistes sur le podcast. C'est vrai? Ouais. Comment est-ce que tu travailles, pour une BD? Est-ce que tu travailles entièrement sur papier, entièrement en numérique ou un peu un mélange des 2? Eh bien, c'est un mélange des deux. Jusqu'à la partie noire et blanche, je travaille à la main sur du papier. Donc, c'est encre de Chine, et j'utilise aussi une plume et du pinceau pour les aplats. Et une fois que le noir et blanc est fini, en fait, je scanne, je nettoie la page et je la mets en couleur avec une tablette graphique sur ordinateur. Moi, mon animal préféré, c'est le requin-marteau. Est-ce que tu en as déjà vu en plongée? Oui, j'ai eu la chance d'en voir en plongée, notamment, mes premiers c'était en Égypte, hein, principalement à Dédalus, entre autres. Bon, il y avait les brothers, mais Dédalus, où on avait un petit banc. Fut une époque, on avait une vingtaine de requins-marteaux. Et ensuite, j'ai eu la chance de faire quelques saisons au Soudan. On allait en croisière là-bas pour toute la période où on peut voir du banc de marteaux. Allez, les plus petits bancs étaient de 20 à 25 individus, jusqu'à plus de 200. Wow. Donc voilà, j'ai eu la chance de plonger avec des énormes bancs de marteaux, et c'était super sympa. Est-ce qu'on en voit toujours aujourd'hui en Égypte? Alors actuellement, on en voit toujours, oui, oui, oui. On en voit, alors sur Dédalus, un peu moins qu'à l'époque. Donc moi perso, là, cette année, j'en ai vu quoi? J'en ai vu 3 ensemble. 3 ensemble, alors j'ai pas fait beaucoup de croisières, hein, mais voilà, j'ai eu la chance quand même d'avoir 3 requins marteaux, c'était des petites femelles, qui sont venues nous voir, qui sont restées aussi pendant pas mal de temps, pendant la plongée.
Et après, voilà, on arrive encore à voir sur plusieurs sites. Par contre, des bancs de marteaux, c'est plus important, c'est devenu plus rare. Ouais. Moi, j'attends toujours d'en voir un parce que c'est vraiment super beau. Ah bah ça viendra. Ouais. Bon, après, on peut peut-être attendre un petit peu parce que c'est vrai que souvent, enfin quoi qu'on peut les voir dans des faibles profondeurs, mais souvent quand même, il faut aller un petit peu plus profond. Mais si tu as envie d'en voir, t'en verras un jour, t'inquiète pas. Et j'ai vu qu'aux Bahamas, ils les nourrissent, donc on les voit un peu d'eau. Oui, c'est vrai que alors nous on fait pas ça, hein. Sur la partie que ça soit Égypte ou Soudan, on fait pas de feeding, donc on les voit que de façon naturelle. Mais c'est vrai que oui, aux Bahamas, il y a des sites où ils leur donnent à manger. Quel est ton animal sous-marin préféré à toi? Alors à vrai dire, j'en ai pas vraiment un en particulier, parce que je crois que je les aime bien tous. J'aime beaucoup la raie manta pour son côté un peu gracieux, danseuse. J'aime les requins pour leur côté un petit peu seigneur des mers. Les gars qui en imposent un peu, les gars et les filles, hein, parce qu'il n'y a pas que des gars. Les dauphins pour leur côté joueur. J'aime bien aussi les poulpes pour leur intelligence et puis leur sensibilité. Et puis après, voilà, les nudibranches parce que c'est mignon. C'est toujours sympa comme petite collection, là, essayer de découvrir un peu les différentes espèces et puis d'essayer de trouver celui qui nous manque. Donc voilà, j'aime bien un peu tous les animaux, m'intéressent, même les plongeurs qui font partie de ces animaux marins finalement qu'on peut rencontrer sous l'eau. Nous, on a eu la chance donc d'aller en Polynésie et de voir pour la première fois des requins et c'est vraiment magique. Maintenant, j'attends toujours de voir ma première raie manta. Ça viendra, mais c'est vrai que oui, la Polynésie, ça devait être chouette. Ouais, C'est un c'était super endroit, hein. magique. Est-ce que tu as une plongée favorite ou une plongée qui t'aurait particulièrement marqué? Euh, J'en ai fait pas mal, hein. Donc il y en a plein qui m'ont marqué. Donc bah, par exemple, on parlait de raie manta, on va dire que c'était ma toute première raie manta, par exemple. La toute première raie manta, c'était sur les Brothers, donc en Égypte. Ça devait faire bien 5 ans que je faisais des croisières et zéro manta. J'en avais vu aucune. Et là, c'était une semaine où voilà, j'avais des plongeurs qui étaient déjà venus l'année dernière, la même semaine, sur la même croisière, et qui m'ont dit qu'à chaque fois qu'ils venaient, il y avait une manta qui était là, et que donc je verrais ma première manta. Bien sûr, bon, moi je les croyais pas trop quand même, parce que en ayant travaillé pas mal, on s'aperçoit que réussir à prévoir ce qu'il va y avoir dans l'eau, c'est pas toujours évident quand même. Et là, en fait, bah, on allait plonger donc sur la petite pointe nord de Small Brother, et on se place pour essayer de voir justement du pélagique, hein, que ça soit du requin, ce genre de choses. Et à un moment donné, je vois comme quelque chose qui ressemble à un sac plastique noir, en fait, au loin, un petit peu en hauteur. Et donc, je regarde un petit peu ça. Et ce sac plastique, à un moment donné, a commencé à battre des ailes. Et en fait, c'était une raie manta qu'on voyait plus ou moins de face, en fait, et on voyait sa face noire. Et donc, une raie manta qui est restée, je pense, une dizaine de minutes avec nous. Donc, qui est venue, qui a dansé, qui est repassée, repassée et repassée. Donc, autant dire que c'était un grand moment d'émotion. Et quand elle est partie, ça a été 4 requins marteaux qui sont arrivés d'un côté, et ensuite des requins gris qui sont revenus aussi. Et on a fini avec un longimanus. Voilà, en gros. Donc c'était quand même la plongée de fou avec ma première vraie manta. Est-ce que tu as toujours travaillé en mer Rouge ou est-ce que tu as pu plonger et explorer d'autres régions? Alors oui, j'ai pas fait que la mer Rouge. J'ai fait beaucoup la mer Rouge, puisque plus d'une vingtaine d'années. Hein, comme je disais au tout début, j'ai commencé en 2001. Mais avant ça, bah, j'étais un plongeur déjà de Manche. Donc moi, j'ai commencé en Normandie et en Bretagne, endroit que j'aime beaucoup d'ailleurs, et j'aimerais bien retourner plonger un petit peu par ici. Ensuite, ma première saison, je l'avais fait en Corse, à Porto Vecchio. Donc je m'étais déplacé déjà sur des eaux un peu plus chaudes. C'était très joli, très sympa. Et au cours des années où je bossais en mer Rouge, j'ai aussi à un moment donné arrêté pour aller faire un an à Mayotte. Et sinon, j'ai plongé aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis voilà. Au départ, je voulais faire le tour du monde, mais quand je suis arrivé sur la mer Rouge, en fait, ça m'a un peu capté et je suis resté là parce que voilà, de découvrir toute cette biodiversité, tous ces sites, puis aussi les Égyptiens, hein, donc mes collègues sur les bateaux. Tout ça fait que voilà, j'ai eu du mal à repartir de cette mer fantastique. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur ou de ressentir des appréhensions quand tu plonges? Alors, peur, pas vraiment. Pas forcément peur, mais des appréhensions, oui. Et je pense qu'il faut toujours en avoir un petit peu pour justement garder la sécurité en tête. Donc, peur pour soi, mais aussi, enfin, peur. Les appréhensions pour soi, mais aussi par rapport aux gens qu'on emmène ou qui sont dans l'eau et qui dépendent un peu de nous en termes de sécurité, on va dire.
Parce qu'on se demande toujours, voilà, où est-ce qu'ils vont pas se mettre en danger, parce que forcément, quand on est sur un bateau de croisière, tout le monde n'est pas avec nous, hein. Chacun vit un peu sa petite vie s'il a envie. Et donc voilà, on se demande toujours, voilà, est-ce qu'ils vont pas se mettre dans une situation dangereuse? Est-ce que tout le monde va bien revenir à bord? Et de la même façon, voilà, quand on guide des gens, on a toujours un peu l'appréhension de se dire, voilà, s'il y a un courant qui se lève, comment on va faire, comment les amener jusqu'au bateau, ce genre de choses. Voilà. Donc plus des appréhensions parfois que de la peur. Les plongeurs et leurs familles peuvent te retrouver pour des croisières thématiques en mer Rouge. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi consistent ces croisières et comment ça se passe pour les plongeurs et pour ceux qui ne plongent pas? Oui, j'interviens encore sur des croisières. Alors, il y en a certaines que j'ai fait avec Diving Attitude. Je travaille souvent maintenant aussi avec Antias sur le Nautil Evo. Et je fais d'autres croisières aussi avec Sea Dolphin. Avec le Nautil Evo, c'est des croisières avec un thème sur le dessin. Donc, en gros, moi, je suis là pour, je plonge avec les gens qui ont envie, bien sûr. Et on fait des ateliers dessin entre les plongées. Donc, pour ceux qui plongent ou ceux qui ne plongent pas d'ailleurs. L'idée, c'est de leur faire découvrir leur potentiel pour des gens qui aimeraient dessiner mais qui croient que c'est pas fait pour eux. Donc leur montrer que finalement le dessin c'est accessible à tous. Hein. Il fait quelques petites astuces et puis juste essayer déjà. Donc il y a ça. Après il y a des fois des gens qui font déjà des choses et qui aiment bien avoir des conseils. Donc j'essaie de leur apporter en fait mon expérience. Je connais pas tout, mais au moins sur ce que moi je pratique, donc l'aquarelle ou la bande dessinée en gros. Et sur ces croisières, quand des fois j'ai des gens qui ont déjà un certain niveau en dessin et en plongée, et ben, on peut aussi essayer de s'initier au dessin sous-marin. J'ai plusieurs carnets, donc comme ça, je leur prête un carnet ou une petite plaquette, et puis on essaye d'aller en fait dessiner sous l'eau avec les petits inconvénients de dessiner sous l'eau, c'est-à-dire que les mouvements sont pas les mêmes, il faut bien se stabiliser, puisque l'idée c'est de ne pas se poser au fond ou d'éviter. Et voilà, de réussir à dessiner tout en faisant attention à sa stabilisation, sa dérive. Donc ça, c'est pour les croisières un petit peu sur le thème du dessin. Et avec Sea Dolphin, là, je fais des croisières où on emmène les gens rencontrer les dauphins. Donc là, c'est pas en plongée, c'est en apnée ou en snorkeling. Donc on a souvent des gens qui plongent pas d'ailleurs, hein, qui n'ont jamais plongé, qui n'ont jamais mis même un masque. Et voilà, on leur fait découvrir en même temps finalement le côté apnée et snorkeling, donc comment palmer, comment faire un canard, comment vider son tuba. Et en même temps, bien sûr, on va à la rencontre des dauphins. Et ce qui est génial avec ce petit mix, en fait, c'est que les dauphins sont des super profs d'apnée. Donc en général, même les gens qui ont un peu d'appréhension en snorkeling ou tout ça, ou qui ont un petit peu peur de rester un petit peu sous l'eau en apnée, dès qu'ils voient les dauphins, en général, tout se débloque et c'est parti. Et on a des gens qui, d'un seul coup, deviennent presque des mammifères marins. Toi, est-ce que tu as pris des cours de dessin ou est-ce que tu es complètement autodidacte? Je suis majoritairement autodidacte. Il y a un moment donné où j'avais quand même envie d'augmenter un petit peu mon niveau en dessin. Je sentais que j'avais besoin quand même d'avoir le regard d'un prof ou le guidage d'un prof. Donc j'ai fait quelques cours à la Maison des Arts d'Évreux. Donc en aquarelle, en calligraphie, j'avais fait dessin d'observation et modèle vivant. Donc j'avais essayé de sélectionner les ateliers pour ce qui me semblait être utile pour que je puisse progresser. Quels sont tes futurs projets? Mes futurs projets, c'est de continuer à faire des BD. Alors après, je ne sais pas quelle sera la prochaine. J'ai plusieurs projets là qu'on a mis en place, mais je ne sais pas encore lequel va aboutir, que ça soit avec d'autres personnes ou tout seul d'ailleurs. Hein. Bien sûr, il y aura la suite des plongeurs à un moment donné, pas tout de suite parce que maintenant j'aime bien alterner. Un coup, en fait, je fais la série plongeurs tout seul, et puis entre deux albums, j'essaie de faire soit des BD en collaboration, comme j'ai fait là avec Hélène ou comme j'avais fait avec Julia. Et donc j'ai bien envie de continuer ça aussi. Quand est-ce qu'on plonge ensemble? Ça dépend de quand vous êtes dispo. J'espère qu'on aura l'occasion en tout cas. Ouais, on espère aussi. Seb, je pense qu'on peut en profiter pour annoncer à nos auditeurs qu'on va lancer ensemble une série de courts épisodes de podcast pour parler de plongée et plus précisément de la technique en plongée. Oui, c'était une super idée que vous m'avez proposé en fait de partager avec vous, et c'est vrai que ça pourrait être super sympa de donner des petites astuces qui peuvent aider tout à chacun sur des thèmes comme par exemple le vidage de masque, la respiration, et des petites choses qui parfois posent problème et que les élèves depuis 20 ans par exemple ont rencontré au cours de leur formation. Merci beaucoup, Seb. On est très content de t'avoir accueilli pour une émission à toi tout seul. On viendra évidemment te voir au prochain salon de la plongée pour faire dédicacer le tome 6 des plongeurs que l'on a hâte de lire.
et on invite tous nos auditeurs à venir te saluer aussi. Eh bien, merci les plongeurs Padawan de m'avoir accueilli dans votre podcast. C'était un super plaisir et bien sûr, un plaisir qu'on se retrouve au salon de la plongée et un jour en plongée, bien sûr. Ouais. Carrément. À bientôt! Merci beaucoup Seb et à bientôt. À bientôt les plongeurs Padawan. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce en l'air. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook ou sur notre site lesplongeurspadawan.com. À bientôt pour un nouvel épisode.